Bonjour, bienvenue sur la Voix de Morgane, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reprends la lecture de Martin Eden de Jack London. Je vérifie le titre au cas où j'aurais oublié. Et voilà, je vous dis à tout à l'heure après cette lecture. J'en suis au chapitre 32. Merci beaucoup pour votre écoute. Et à tout à l'heure. L'après-midi suivant, de bonne heure, Maria fut de nouveau révolutionnée par une autre visite pour Martin. Mais cette fois, elle ne perdit pas la tête et introduisit d'abord Brissenden dans le salon des invités de Marc, où elle le fit asseoir. « J'espère que je ne vous dérange pas, » dit Brissenden une fois chez Martin. « Non, non, pas du tout, » répondit Martin en lui serrant la main. Il lui donna l'unique chaise et s'assit sur le lit. « Mais comment diable avez-vous su où j'habitais ?»« Par les Morse. »« J'ai téléphoné à Miss Morse et me voilà. » Il fouilla dans la poche de son pardessus, en sortit un mince volume et le jeta sur la table. « Voilà le livre d'un poète. Lisez-le et gardez-le. » Et comme Martin protestait, « Des livres, qu'est-ce que j'en ai à faire? J'ai eu ce matin une nouvelle hémorragie. Avez-vous du whisky? » ?»« Non, bien entendu. Attendez. » Il disparut. Martin vit sa longue silhouette descendre le perron, fermer la grille et remarqua avec tristesse ses épaules voûtées et sa poitrine rentrée. Il prépara 2 gobelets et se mit à lire le volume de vers, œuvre récente d'Henry von Marlowe. « Pas de scotch, » annonça Brissenden à son retour. « Ce brigand ne vend que du whisky américain. En voilà un quart. »« Je vais envoyer un des gosses chercher des citrons et nous allons faire un toddy, » proposa Martin. Puis, désignant le livre en question, « Je me demande ce qu'un livre comme celui-ci rapporte à Marlowe. » « Peut-être $50, » répondit Brissenden, « mais il peut s'estimer heureux de les toucher et surtout d'être arrivé à persuader son éditeur de le lui publier. Alors il est impossible de gagner sa vie en faisant des vers. Absolument impossible. Il n'y a que les imbéciles pour le croire. Henri Maillan, oui. Regardez Bruce et Virginia Spring et Sedgwick. Ils réussissent très gentiment. Mais la poésie, la vraie... Savez-vous comment von Marlowe gagne sa vie ? Il est professeur dans une boîte à Bachot en Pennsylvanie. Et de tous les enfers, celui-là a le pompon. Je ne changerai pas de place avec lui pour 50 ans de vie. Et pourtant, ses œuvres tranchent sur la grisaille des versificateurs contemporains comme une rose parmi des chardons. Et si vous voyez ce que les critiques disent de lui, quels idiots, tous tant qu'ils sont. Bon Dieu. Les hommes sans talent ont la rage de juger ceux qui en ont, confirma Martin. J'ai été stupéfié de la montagne d'imbécilité qu'on a écrite sur Stevenson et son œuvre. Des vampires et des harpies, gronda Brissenden, en montrant les dents. Oui, je connais cette engeance. Il l'accablait de coups de bec à propos de sa lettre au père Damien. Il l'analysait, le pesait. Ils le mesuraient à l'aune de leur propre nullité, dit Martin. Oui, c'est ça, bonne définition. Ils galvaudaient et salissaient la vérité, la bonté, la beauté, tout en lui tapotant le dos et en disant « bon chien ». Richard Wilf, la nuit où il mourut, les appela les charognards bavards. Il picorait la poussière d'étoiles, continua Martin avec chaleur. J'ai écrit une satire là-dessus, sur les critiques et les revuistes surtout. Ah, faites voir, pria Brissenden avec insistance. Martin déterra donc une copie de Poussière d'étoiles et Brissenden lut en riant sous cape, en se frottant les mains, oubliant complètement de boire son toddy. « Vous me faites l'effet vous-même d'une poussière d'étoiles jetée dans un monde de gnomes aveugles, fit-il ensuite. Bien entendu, ça a été enlevé par la première revue. Martin feuilleta les pages d'un petit carnet. Ça a été refusé par 27 revues. Brissenden partit d'un long éclat de rire joyeux qu'une canne de toux brisa. « Dites, vous n'allez pas me raconter que vous n'avez pas taquiné la muse, dit-il en reprenant haleine. Montrez-moi quelque chose. Ne le lisez pas maintenant, pria Martin. Parlons plutôt. J'en ferai un paquet que vous emporterez chez vous. Brissenden partit, emportant le cycle d'amour et la péri et la perle. Et le lendemain, il revint, saluant Martin d'un « j'en veux encore ». Non seulement il assura à Martin qu'il était un vrai poète, mais Martin comprit qu'il en était un aussi, bien qu'il n'eût jamais essayé de faire publier ses vers.
Qu'ils aillent à tous les diables, répondit-il à Martin qui lui proposait de s'occuper de faire paraître ses œuvres. Aimez la beauté pour elle-même et laissez les revues tranquilles. Retournez sur vos bateaux et à votre mère, Martin Eden, c'est ce que je vous conseille. Pourquoi rester dans ces cités malsaines et pourries? Vous vous tuez à essayer de prostituer la beauté, et c'est tout. Qu'est-ce que vous me citiez l'autre jour? Ah oui, homme dernier des éphémères. Eh bien, vous, le dernier des éphémères, avez-vous besoin de gloire? Si jamais vous l'atteignez, elle vous empoisonnera. Vous êtes trop simple, trop élémentaire, trop rationnel pour réussir là-dedans. J'espère bien que pas une revue ne vous publiera jamais. Il ne faut être esclave que de la beauté. Servez-la et envoyez au diable la foule imbécile. Le succès est là dans votre sonnet sur Stevenson qui dépasse l'apparition d'Henley et dans le cycle d'amour et dans ses poèmes de la mer. Ce n'est pas dans le succès d'une œuvre qu'on trouve sa joie, mais dans le fait de l'écrire. Je le sais, et vous le savez aussi, la beauté vous hante. Elle est en vous comme une douleur qui ronge, comme une plaie qui ne veut pas guérir, comme une lame de flamme. Et vous voulez la monnayer? D'ailleurs, vous ne pouvez pas de toute façon. Ce n'est vraiment pas la peine de m'emballer là-dessus. Lisez les revues pendant 10 siècles, vous n'y trouverez pas une seule ligne valant un seul mot de Keats. Laissez de côté la gloire et la fortune. Signez un engagement sur un bateau demain et retournez à votre mère. Il ne s'agit pas de gloire, mais d'amour, dit Martin en riant. L'amour ne semble pas tenir une grande place dans votre cosmos. Dans le mien, la beauté est la servante de l'amour. Brissenden lui lança un coup d'œil où il y avait à la fois de la pitié et de l'admiration. Que vous êtes jeune, mon petit Martin, que vous êtes jeune. Vous volerez haut, mais vos ailes sont d'une gaze bien délicate, d'un duvet bien fragile. Ne les abîmez pas. Mais bien entendu, c'est déjà fait. Le cycle d'amour a été écrit à la gloire d'une femme, et c'est dommage. Il a été également écrit à la gloire de l'amour, répliqua Martin gaiement. La philosophie de la folie, continua l'autre. Les rêves du hashish m'en ont appris autant, mais prenez garde. La grande cité, les Philistins, vous perdront. Tenez, regardez ce repère de traîtres où je vous ai rencontré. C'est de la pourriture, tout bonnement. Il est impossible de conserver sa raison dans une pareille atmosphère. Il n'y en a pas un seul là-dedans, homme ou femme, qui vaille quelque chose. Ce ne sont que des estomacs guidés par des préjugés intellectuels et artistiques. Il s'arrêta brusquement, regarda Martin et devina tout à coup la situation. Son visage prit une expression d'horreur stupéfaite. « Et c'est pour elle que vous avez écrit cet admirable cycle d'amour, pour cette insignifiante poupée ratatinée ?» Il avait à peine prononcé ces mots que la main de fer de Martin l'avait saisi à la gorge et le secouait furieusement. Mais dans ses yeux, Martin ne vit aucune frayeur, rien qu'une curiosité amusée et railleuse. Redevenu maître de lui, il lâcha prise, et Brissenden alla tomber sur le lit où il resta 1 minute, pantelant, cherchant à reprendre son souffle, puis il se mit à rire doucement. « Je vous aurais été éternellement reconnaissant si vous aviez éteint la flamme, dit-il. « Mes nerfs sont à vif en ce moment, dit Martin en s'excusant. « J'espère que je ne vous ai pas fait mal. Attendez, je vais préparer un autre toddy. »« Ah, jeune Hercule, poursuivit Brissenden. Je me demande si vous appréciez votre physique à sa valeur. Vous êtes diablement fort. Seulement, voilà le malheur, vous paierez la rançon de cette belle force. Que voulez-vous dire? Demanda Martin avec curiosité en lui tendant un verre plein. Tenez, avalez ça. À cause, Brissenden avala son toddy avec une grimace de satisfaction. À cause des femmes, elles vous tourmenteront jusqu'à la mort, comme elles vous ont déjà tourmenté. Ou je me trompe fort. Non, il est inutile de m'étrangler. Je dirai ce que j'ai à dire. Il est certain que vous en êtes à votre premier béguin, mais, pour l'amour de la beauté, choisissez mieux la prochaine fois. Mais bon Dieu, qu'est-ce que vous voulez faire d'une petite bourgeoise? Laissez tomber. Choisissez une belle créature de flamme et de volupté qui rit de la vie, se moque de la mort, amoureuse de l'amour. Elle vous aimera autant que n'importe lequel de ces misérables produits des serres chaudes de la bourgeoisie. Misérable, protesta Martin. Parfaitement.
misérable et timoré. Timorés devant la vie et confis dans la petite morale mesquine qu'on leur a inculquée. Ils vous aimeront, Martin, mais ils aimeront davantage leur chère petite morale. Ce qu'il vous faut, c'est le magnifique abandon de soi-même, une grande âme libre, un papillon étincelant, et non la petite mythe grise. Oh, vous vous fatiguerez vite. D'ailleurs, de ces puérilités féminines, si vous avez le malheur de vivre. Mais vous ne vivrez pas. Vous ne retournerez pas à vos bateaux et à votre mère, vous traînerez dans ces villes putrides, plus tard vous pourriez, et alors vous pourrirez, plus tard vous pourrirez, et alors vous mourrez. Sermonnez-moi tant que vous voudrez, dit Martin, mais vous ne me ferez pas changer d'avis. Après tout, vous jugez d'après votre tempérament et moi je juge d'après le mien, qui est différent. Leurs vues sur l'amour, sur les revues, sur beaucoup de choses s'opposaient, mais ils se plaisaient mutuellement et Martin éprouvait une profonde sympathie pour son nouvel ami. Ils se virent journellement. Tous les jours, Brissenden venait passer 1 heure dans la petite chambre encombrée. Il apportait régulièrement son quart de whisky et lorsqu'ils dînaient ensemble, ils buvaient du scotch pendant le repas. Invariablement, c'était lui qui payait et c'est par lui que Martin connut tous les raffinements de la nourriture, qu'il but du champagne pour la première fois et du vin du Rhin. Mais Brissenden demeurait une énigme. En dépit de son apparence ascétique, il était, de toute la force déclinante de son sang appauvri, un voluptueux, insoucieux de la mort, plein d'amertume et de cynisme devant la vie, ce mourant adorait la vie dans ses moindres manifestations. Il voulait jouir de la vie jusqu'à la dernière goutte, vibrer jusqu'au dernier frisson, afin de regagner sans regret ma petite place dans la poussière cosmique d'où je viens, disait-il. Il avait essayé de tous les paradis artificiels, de bien des choses étranges, en quête de nouveaux frissons, de sensations inédites. Il raconta à Martin qu'il avait passé 3 jours sans boire, exprès, afin d'expérimenter les esquisses délices de la soif assouvie. Qui il était, ce qu'il était, Martin l'ignora toujours. C'était un homme sans passé, à l'avenir sombre, à l'amer présent enfiévré du désir de vivre. Chapitre 33. Et Martin, lentement, mais sûrement, perdait la bataille. Malgré ses économies, le journalisme ne suffisait pas à le faire vivre. Quand vint le Thanksgiving Day, son complet noir étant de nouveau au mont-de-piété, il ne put accepter l'invitation à dîner des Morse. Ruth en fut désolé, ce qui le désespéra. Il lui déclara alors qu'il viendrait quand même, qu'il irait à San Francisco réclamer les $5 qui lui étaient dus et pourrait ensuite dégager son complet. Dans la matinée, il emprunta 10 cents à Maria. Il aurait préféré les emprunter à Brissenden, mais cet individu bizarre avait disparu. Martin ne l'avait pas vu depuis 15 jours et il se creusait vainement la tête pour savoir ce qui avait pu le vexer. Grâce aux 10 cents de Maria, Martin put prendre le transborder pour San Francisco et, tout le long de Market Street, il se demanda ce qu'il ferait au cas où on ne lui donnerait pas son argent. Il n'aurait aucun moyen de retourner à Auckland et ne connaissait personne à San Francisco qui pourrait lui prêter 10 cents. La porte du bureau du Transcontinental était entrebâillée et Martin, qui s'apprêtait à la pousser, s'arrêta en entendant une voix forte venant de l'intérieur qui criait « Là n'est pas la question, monsieur Ford !» Martin savait par sa correspondance que Ford était le nom du rédacteur. « La question est de savoir si vous êtes prêt à payer, en argent et comptant. L'avenir du Transcontinental ne m'intéresse pas du tout et ce que vous comptez en faire l'année prochaine me laisse froid. Ce que je veux, c'est être payé et je vous jure bien que le numéro de Noël ne s'imprimera pas tant que je n'aurai pas touché mon argent. Quand vous l'aurez, venez me voir. » La porte s'ouvrit violemment, un homme furieux en sortit et disparut au bout du corridor, en jurant et en serrant les poings. Martin, qui jugea préférable de ne pas entrer immédiatement, attendit un quart d'heure dans le hall, puis il poussa la porte et entra. C'était la première fois qu'il pénétrait dans un bureau éditorial. Il était évidemment inutile d'y faire passer sa carte, car un groom, en trouvrant une autre porte, annonça tout simplement que quelqu'un voulait voir M. Ford. Sur un signe du groom, Martin s'avança et fut introduit dans le sanctuaire sacro-saint. Ce qui le frappa tout d'abord fut l'extrême désordre de la pièce. Puis il vit un jeune homme à favoris,
assis devant un bureau à cylindre qui le dévisageait avec curiosité. Martin s'étonna de la sérénité de ses traits. Il était évident que sa prise de bec avec l'imprimeur ne l'avait pas beaucoup affecté. Je suis Martin Eden, et je veux mes 5 $, eut-il envie d'ajouter, mais étant donné les circonstances, il ne voulut pas effaroucher le rédacteur. À sa grande surprise, M. Ford sauta de son siège avec un « pas possible », enthousiaste, et serra les 2 mains de Martin avec effusion. « Je ne peux pas vous dire à quel point je suis heureux de vous connaître, Monsieur Eden. Je me suis souvent demandé de quoi vous aviez l'air. » Ici, il recula pour mieux observer Martin, et son œil attendri fit le tour du vieux complet misérable, dont le pantalon, cependant, gardait le pli grâce au fer de Maria. « J'avoue que je vous imaginais beaucoup plus vieux. Votre article dénotait tant de vigueur, de profondeur, une telle maturité, un tel souffle. Un chef-d'œuvre, cette histoire. Au bout de la 6e ligne, j'étais fixé. Je vais vous raconter comment je l'ai lu. Mais non, venez que je vous présente d'abord à la rédaction. » Tout en parlant, M. Ford le mena dans un autre bureau où il le présenta à son associé, M. White, chétif petit homme aux favoris soyeux et clairsemés, qui semblait grelotter d'un froid perpétuel. « Et M. Hans, M. Eden, M. Hans est notre gérant. » Martin serra la main d'un homme chauve à l'œil vif, dont le visage semblait jeune. Le peu que l'on en voyait, du moins, car il était presque entièrement caché par une barbe de neige soigneusement peignée de la main de Madame Hans tous les dimanches. Les 3 hommes entourèrent Martin, en parlant tous à la fois et sur le mode le plus admiratif, si bien qu'il se demanda si ce n'était pas le résultat d'un pari. « Nous nous sommes souvent demandé pourquoi vous ne veniez pas, » disait M. White. « Je n'avais pas de quoi me payer le tram et j'habite de l'autre côté de la baie, » répondit Martin, résolu à montrer son impérieux besoin d'argent. « Sûrement, se dit-il, mes glorieux haillons sont une indication suffisamment éloquente. » De temps en temps, dès que l'occasion se présentait, il faisait allusion au but de sa visite. Mais ses admirateurs faisaient la sourde oreille. Ils chantaient ses louanges, lui racontaient ce qu'ils avaient pensé de son histoire à première vue, puisque leurs femmes et leurs parents en avaient pensé, mais ne manifestaient pas la moindre intention de le payer. « Vous ai-je dit comment j'ai lu votre histoire pour la première fois » dit M. Ford. « Mais non, bien entendu. Eh bien, je revenais de New York et quand le rapide s'est arrêté à Ogden, le groom a couru m'acheter le dernier numéro du Transcontinental. »« Bon sang, se dit Martin, tu te payes des voyages en Pullman pendant que je crève de faim à cause des 5 $ que tu ne me donnes pas. » Une vague de colère le submergea. Le tort que lui avait fait le Transcontinental lui parut colossal. Tous ces longs mois d'attente vaine, de privation et de faim se dressèrent devant lui et, l'estomac tiraillé, il se souvint qu'il n'avait pas mangé depuis la veille et, encore, si peu, qu'il était inutile d'en parler. Sur le moment, il vit rouge. Ces gens n'étaient même pas des brigands, ce n'étaient que de minables voleurs. Par des promesses fallacieuses et des mensonges, ils lui avaient volé son histoire. Eh bien, ils allaient voir, et il se jura de ne pas sortir du bureau avant d'avoir son argent. Il se rappela que, sans cet argent, il lui serait impossible de regagner Auckland. Avec effort, il reprit son sang-froid, mais son expression de loup affamé n'avait pas été sans inquiéter les 3 complices. Ils parlèrent avec plus de volubilité que jamais. M. Ford recommença à raconter comment il avait lu pour la première fois l'appel des cloches et M. Hans, en même temps, s'efforçait de répéter l'appréciation de sa nièce sur ce même ouvrage. Sa nièce était institutrice à Alameda. « Je vais vous dire le but de ma visite, » finit par dire Martin. « Je suis venu pour que vous me payiez cette histoire qui vous plaît tant à tous. Si je me souviens bien, c'est 5 $ que vous m'aviez promis à la publication. » Le visage mobile de M. Ford exprima aussitôt l'acquiescement le plus enthousiaste. Il fit mine de fouiller ses poches, puis se tourna vers M. Hans et lui dit qu'il n'avait pas d'argent sur lui. M. Hans, l'air fort mécontent, fit le geste de protéger la poche de son pantalon, à quoi Martin comprit que de l'argent s'y trouvait. « Je suis désolé, dit M. Hans, mais j'ai payé l'imprimeur il n'y a pas une heure et il a pris toute ma monnaie. C'est une étourderie de ma part d'être tellement à court, mais cette note n'était pas encore due et cet acompte à l'imprimeur m'a pris tout à fait à l'improviste. » Les 2 hommes se tournèrent d'un air interrogateur vers M. White, mais ce gentleman se mit à rire et haussa les épaules. Celui-là, au moins, avait la conscience nette.
Il était entré au Transcontinental pour s'initier à la littérature des revues. Au lieu de ça, il en avait surtout appris les principes financiers à ses dépens. Le Transcontinental lui devait 4 mois de salaire et il savait qu'il fallait calmer l'imprimeur avant l'associé. C'est vraiment ridicule, monsieur Eden, d'être surpris en aussi mauvaise posture, dit monsieur Ford d'un air dégagé. Mais voilà ce que nous allons faire. Demain matin, la première heure, je vous envoie un chèque. Vous avez l'adresse de monsieur Eden, n'est-ce pas, monsieur Hans? Oui, monsieur Hans avait l'adresse et le chèque allait être expédié dès le lendemain matin. Martin, bien que peu ferré sur les questions de banque et de chèque, ne parvenait cependant pas à comprendre pourquoi on ne lui donnerait pas aussi bien son argent le jour même. « Alors, c'est convenu, monsieur Eden. Nous vous enverrons le chèque demain, dit monsieur Ford. « J'ai besoin de cet argent aujourd'hui, répondit Martin d'un ton ferme. Oh, « Quel hasard malheureux! Si vous étiez venu un autre jour, fit suavement monsieur Ford, mais il fut interrompu par monsieur Hans, dont l'œil vif dénotait un caractère emporté. Monsieur Ford a déjà expliqué la situation, dit-il d'un ton agressif. Et moi aussi. Le chèque sera expédié demain et moi, coupa Martin, je vous ai déjà expliqué que j'ai besoin de cet argent aujourd'hui. Son pouls s'était légèrement accéléré au ton brusque du gérant et il le surveillait d'un œil vigilant. Certain que les fonds de la caisse du Transcontinental reposaient dans la poche du pantalon de ce digne gentleman. « C'est vraiment malheureux, commença M. Ford. Mais à ce moment précis, M. Hans, excédé, fit demi-tour pour quitter la pièce. Au même instant, Martin bondit sur lui et d'une main lui saisit la gorge, si bien que la barbe neigeuse de M. Hans, toujours impeccablement peignée, pointa vers le plafond à un angle de 45 degrés. Terrifiés, M. White et M. Ford firent leur gérant secouer comme un vulgaire tapis. « Fouillez-vous, vénérable bousilleur de jeunes talents, conseilla Martin, fouillez-vous, ou je vous secoue jusqu'à ce que le dernier sou dégringole de votre poche. » Puis s'adressant aux 2 spectateurs effrayés, « Et n'approchez pas, vous autres, ça pourrait vous coûter chaud, ça pourrait vous coûter chaud. » M. Hans étouffait et ne put signifier son acquiescement que lorsque la main de Martin eut desserré son étreinte. Après avoir fouillé dans ses différentes poches, il récolta 4,15 $. « Retournez vos poches, ordonna Martin. 10 cents tombèrent encore. Martin recompta le résultat de son raid, pour être sûr du compte. « À vous, cria-t-il à M. Ford. « Il me faut encore 75 cents. » Sans attendre, M. Ford fouilla ses poches, mais n'en sortit que 60 cents. « C'est tout ?» interrogea Martin d'un ton menaçant en s'emparant de la monnaie. « Et dans les poches de votre veston. » Pour prouver sa bonne foi, M. Ford retourna ses 2 poches. Il en tomba un bout de carton qu'il se préparait à réempocher. Quand Martin s'écria « Qu'est-ce que c'est? Un ticket de ferry-boat? Donnez-le, ça vaut 10 cents. J'ai donc 4,95 $ en comptant le ticket. Il me faut encore 5 cents. » Il regarda fixement M. White et le petit homme débile, tout frissonnant, les lui tendit aussitôt. « Merci, dit Martin s'adressant collectivement aux 3 journalistes. Je vous fais mes adieux. Brigand, siffla M. Hans quand il vit Martin sur le seuil de la porte. Petit voleur minable, riposta Martin en tapant la porte derrière lui. Martin était de si joyeuse humeur que, se souvenant que le Hornet lui devait 15 $ pour la Péri et la Perle, il décida aussitôt d'y aller et de se les faire donner de la même façon s'il le fallait. Mais le personnel du Hornet était composé d'une bande de solides gaillards, flibustiers avérés, qui volaient tout et tout le monde et se volaient les uns les autres. Après que le mobilier de bureau eut été sérieusement malmené, le rédacteur, ancien champion universitaire, secondé par le gérant, un agent de publicité et le portier, réussirent à expulser Martin et à lui faire descendre tout un étage plus vite qu'il n'aurait voulu. « Revenez, monsieur Eden, nous serons toujours enchantés de vous voir !» lui crièrent-ils du palier en riant. Martin ricanait en se relevant. « Bah !» riposta-t-il avec calme. Au Transcontinental, il n'y a que des gâteux, mais ici, au moins, vous êtes tous des costauds. On éclata de rire à cette boutade. Il faut dire, monsieur Eden, lui cria d'en haut le rédacteur du Hornet, que, pour un poète, vous êtes assez costaud aussi. Où donc avez-vous appris cette clé si ce n'est pas indiscret? Là où vous avez appris ce demi-Nelson, répondit Martin. En tout cas, vous avez un œil au beurre noir. J'espère que vous n'aurez pas de torticolis, dit le rédacteur avec sollicitude. Dites donc, si on allait prendre un verre tous ensemble. Sur ce, voleurs et volés burent ensemble et furent tous d'accord pour admettre que la victoire étant au plus fort, les 15 $ de la Péri et la Perle appartenaient de droit au personnel du Hornet.
Et voilà. Est-ce que je lis encore? Allez, chapitre 34. Chapitre 34. Arthur demeura à la grille tandis que Ruth grimpait le petit perron de Maria. Elle entendit le cliquetement rapide de la machine à écrire et trouva Martin en train d'achever la dernière page d'un manuscrit. Elle venait savoir si, oui ou non, il viendrait dîner le Thanksgiving Day. Mais avant qu'elle eût ouvert la bouche, Martin bondit sur le sujet qui le remplissait tout entier. « Tenez, laissez-moi vous lire ça !» s'écria-t-il en rassemblant les feuilles de son manuscrit. « C'est ma dernière œuvre et elle est très différente de tout ce que j'ai écrit jusqu'à présent. Elle l'est même tellement que ça me fait un peu peur. Et pourtant, j'ai comme une idée que c'est bien. Jugez-en. C'est une histoire d'Hawaï. Je l'ai appelée Wiki Wiki. » Son visage rayonnait de joie créatrice. Ruth avait été frappée de ses mains glacées et elle frissonnait dans la chambre sans feu, mais lui ne semblait pas sentir le froid. Elle écouta attentivement, et bien qu'il n'eût remarqué que de la désapprobation sur son visage, il lui demanda quand même à la fin de sa lecture « Franchement, qu'en pensez-vous » ? « Je n'en sais rien, répondit-elle. Est-ce que vous croyez que ça se vendra ? Je crains que non, avoua-t-il. C'est trop fort pour les revues, mais c'est exact. Je vous promets que c'est authentique. Mais pourquoi persister à écrire des choses pareilles, puisque vous savez que ça ne se vend pas, poursuivit-elle inexorablement. Vous écrivez pour gagner votre vie ? C'est vrai, mais c'est plus fort que moi. Je n'ai pas pu m'empêcher d'écrire cette histoire. Mais cet individu, ce Wiki-Wiki, pourquoi le faites-vous parler si grossièrement ? Vous choquerez vos lecteurs et c'est sûrement à cause de cela que les éditeurs refusent vos œuvres. Le vrai Wiki-Wiki parlerait comme ça. Mais c'est une faute de goût. C'est la vie, dit-il brusquement. C'est la vie vraie. Je ne peux dépeindre la vie que telle qu'elle est. Elle ne répondit pas et il y eut un long silence embarrassant. Son amour pour elle l'empêchait de bien la comprendre et elle ne pouvait pas le comprendre parce que lui était trop supérieur. « Eh bien, j'ai touché mon argent au transcontinental, dit-il, en essayant d'orienter la conversation sur un sujet moins épineux. Le souvenir du trio à favoris, tel qu'il l'avait vu, soulagé de 4,90 $ et d'un ticket de transborder, le fit rire. « Alors vous venez, s'écria-t-elle, toute joyeuse. Je venais justement pour le savoir. Je viens ? Murmura-t-il distraitement. Où ça ? Comment ? Mais vous venez dîner demain. Vous deviez dégager votre complet si vous touchiez votre argent. J'avais complètement oublié, avoua-t-il humblement. Figurez-vous que ce matin, l'agent de la fourrière a emmené les 2 vaches de Maria et le petit veau et... Mon Dieu, Maria n'avait justement pas d'argent et j'ai dû payer pour qu'on lui rende ses vaches. L'appel des cloches a disparu dans la poche de l'agent. Alors vous ne venez pas ? Je ne peux pas, fit-il en regardant son complet minable. Dans les yeux bleus de Ruth brillèrent des larmes de déception et de reproche, mais elle ne répondit rien. Au prochain Thanksgiving Day, nous dînerons ensemble au Delmonico, dit-il gaiement. Ou à Londres, ou à Paris, où vous voudrez, je vous le promets. À propos, dit-elle à brûle-pourpoint, j'ai vu qu'on avait fait quelques nominations dans les postes. Vous étiez le premier à passer, n'est-ce pas ? Il fut forcé de convenir qu'en effet on lui avait offert une place, mais qu'il l'avait refusée. Je suis si sûr de moi, conclut-il. Dans 1 an d'ici, je gagnerai plus que tout le personnel de la compagnie réuni. Attendez, vous allez voir. Vraiment, fit-elle sèchement. Elle se leva et remit ses gants. Il faut que je parte. Martin, Arthur m'attend. Elle se laissa embrasser, passive, sans un geste tendre. Son corps ne vibra pas et ses lèvres rencontrèrent celles de Martin sans cette fougue habituelle. Après l'avoir reconduite à la grille, il se dit qu'elle lui en voulait. Mais pourquoi ? Il était évidemment ennuyeux que l'argent ait coffré les vaches de Maria. Mais il n'y pouvait rien. L'idée qu'il aurait pu agir autrement ne lui venait pas. Il y avait bien cette situation dans les postes qu'il n'avait peut-être pas eu raison de refuser. Puis Wiki qu'elle n'avait pas aimé. Sur le palier, il rencontra le facteur qui faisait sa tournée de l'après-midi. Une curiosité impatiente, toujours nouvelle, enfiévrait Martin chaque fois qu'on lui remettait le courrier. Il y avait aujourd'hui, en plus d'un paquet de longues enveloppes, une mince petite lettre, au coin de laquelle était imprimée l'adresse du New York Outview.
Il se dit, avant de l'ouvrir, que ce ne pouvait être une acceptation, puisqu'il n'avait rien envoyé à cette revue. Peut-être, et son cœur bondit à cette pensée, peut-être lui demandait-on un article. Mais il renonça aussitôt à un espoir aussi absurde. C'était un petit mot correct de l'éditeur, l'informant simplement qu'il avait reçu la lettre anonyme ci-jointe et l'assurant qu'il n'était fait aucun cas chez eux de ce genre de correspondance. La lettre en question était grossièrement écrite à la main. C'était un ramassis d'insultes et de calomnies sur Martin. On y affirmait que le dit Martin Eden n'avait rien d'un écrivain, qu'il se bornait à voler de ci, de là, des articles dans de vieux journaux, à les signer et à les envoyer ensuite aux revues comme étant de lui. L'enveloppe était timbrée de San Leandro et Martin n'eut pas à réfléchir longtemps pour en découvrir l'auteur. L'orthographe de Bernard Higginbotham, le style de Bernard Higginbotham, la mentalité de Bernard Higginbotham s'y révélaient d'une façon transparente. Oui, c'était bien la patte grossière de son beau-frère qui avait tracé ces lignes imbéciles. Mais pourquoi ? Il se le demanda vainement. Quel mal lui avait-il fait ? La chose était si insensée que rien ne pouvait l'expliquer. Dans le courant de la semaine, une douzaine de lettres semblables lui furent renvoyées par les éditeurs de plusieurs revues de l'Est, et Martin jugea qu'ils agissaient fort bien vis-à-vis d'un inconnu, en somme. Quelques-uns même montrèrent une certaine sympathie. Il était évident qu'ils avaient l'anonymat en horreur et que l'espoir méchant de lui faire du tort avait manqué son but. Au contraire, peut-être cela tournerait-il à son avantage, maintenant que son nom avait attiré l'attention. Il n'était pas impossible qu'un jour, en lisant un de ses manuscrits, on se rappelât l'individu qui avait fait l'objet de lettres anonymes. Et qui sait si leur jugement n'en serait pas influencé favorablement. Ce fut à cette époque que Martin fit un pas énorme dans l'estime de Maria. Un matin, il la trouva dans la cuisine, gémissant de douleur, pleurant de fatigue, devant un gros tas de repassage. Il diagnostiqua aussitôt la grippe, lui administra du whisky chaud, reste des largesses de Brissenden, et lui ordonna le lit. Mais Maria ne voulait rien entendre. Le repassage devait être fait, sans quoi les 7 petits Sylvains affamés n'auraient pas de soupe le lendemain. À son profond étonnement, et jusqu'à son dernier soupir, elle ne cessa de rappeler ce souvenir, Martin Eden saisit un fer sur le fourneau et jeta un chemisier de fantaisie sur la planche à repasser. C'était le chemisier du dimanche de Kate Flanagan, la plus difficile et la plus élégante cliente de Maria. Miss Kate avait spécifié que la blouse devait lui être livrée le soir même. Ainsi que personne ne l'ignorait, elle était courtisée par John Collins, le forgeron. Et Maria savait, de plus, que Miss Flanagan et M. Collins devaient aller le lendemain au Golden Gate Park. Maria tenta vainement de sauver la précieuse lingerie. Martin conduisit ses pas chancelants jusqu'à la chaise, d'où elle le surveilla d'un œil hagard. Dans le quart du temps qu'elle aurait pris, le chemisier fut repassé et certainement aussi bien. « Je travaillerais plus vite, dit-il, si vos fers étaient plus chauds. » Jamais elle n'aurait osé se servir de fer aussi chaud que ceux qui l'employaient. « Vous n'humectez pas bien le linge, dit-il ensuite. Tenez, je vais vous montrer comment faire. Il faut presser en même temps si vous voulez repasser en vitesse. » Il se procura une boîte parmi le tas de bois de la cave, y ajusta un couvercle et rassembla tous les bouts de ferraille que la tribu des Silva collectionnait pour le revendeur. Puis, il empila le linge fraîchement humecté dans la boîte, le comprima à l'aide du couvercle pressé par le tas de ferraille et le tour fut joué. Et quand il a eu fini de repasser, il a lavé les lainages, raconta plus tard Maria. Maria qui l'a dit « Vous êtes ridicule, je vais vous montrer comment qu'on lave les lainages. » Et il me l'a montré. En 2 minutes, il a tout manigancé, un tonneau, une vieille roue, 2 perches, tout ça, quoi. Martin avait appris le système de Joe à Shelley Hot Springs. Maria n'a plus jamais lavé les flanelles à la main, tranchait-elle invariablement en achevant son récit. Les enfants faisaient manœuvrer la perche, le tonneau et la roue. Ah, c'était un débrouillard, monsieur Eden. Néanmoins, depuis cette remarquable opération, Martin tomba du piédestal où elle l'avait placé. L'auréole romanesque dont son imagination l'avait paré se dissipa à la lumière crue de ce fait. Ce n'était qu'un ancien blanchisseur. Ses livres, ses amis du grand monde qui venaient le voir en voiture ou munis d'innombrables bouteilles de whisky,
tout fut réduit à néant. Ce n'était après tout qu'un simple ouvrier comme elle, comme tous ceux de son milieu et de sa caste, et s'il en était devenu plus humain, plus approchable, tout son attrait mystérieux avait disparu. Martin continuait à être en froid avec sa famille. Imitant M. Higginbotham, Hermann von Schmidt se dévoila aussi. La vente heureuse de quelques nouvelles, de plusieurs poèmes humoristiques et autres bêtises avait procuré à Martin une passagère prospérité. Il avait payé ses notes, dégagé son complet et sa bicyclette. Mais comme son vélo avait besoin de réparation, il l'envoya gentiment à son futur beau-frère. L'après-midi du même jour, Martin eut le plaisir de voir ramener sa bicyclette par un petit garçon et il en conclut des bonnes dispositions de von Schmidt à son égard. Mais lorsqu'il examina son vélo, il vit qu'on n'y avait pas touché. Un peu plus tard, il téléphona au magasin et le fiancé de sa sœur lui répondit qu'il ne voulait avoir affaire à lui en aucune façon ni d'aucune manière. Hermann von Schmidt lui répondit Martin aimablement « J'ai terriblement envie d'écraser mon poing sur votre nez germanique. »« Venez-y seulement, lui répondit-il, et j'envoie chercher la police. Je vous ferai coffrer. Oh, je vous connais, mais vous ne me faites pas peur. Je ne veux rien avoir à faire avec des individus comme vous. Vous êtes un feignant. Vous n'allez pas m'embêter. Parce que j'épouse votre sœur. Pourquoi ne cherchez-vous pas de travail et ne gagnez-vous pas honnêtement votre vie? Répondez un peu à ça. » Martin fit appel à toute sa philosophie, domina sa colère naissante et raccrocha avec un long sifflement amusé. Puis vint la réaction et le sentiment angoissant de sa solitude. Personne ne le comprenait. Personne ne se souciait de lui, excepté Brissenden. Et Brissenden avait disparu, Dieu sait où. Le crépuscule tombait lorsque Martin sortit de chez le fruitier et se dirigea chez lui, ses provisions sous le bras. Au coin de la rue, un tram avait stoppé et, à la vue de la longue silhouette familière qui en descendait, son cœur bondit de joie. C'était Brissenden, et Martin put voir, à la lueur des phares du tram qui s'ébranlait, que les poches de Brissenden étaient pleines, l'une de livres, l'autre de whisky. Et voilà, c'est la fin du chapitre 34 et de cette lecture. Excusez-moi pour mon rire, mon sourire. On a voulu interrompre ma lecture. Voilà. Le paysage est magnifique. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci beaucoup et prenez soin de vous surtout. Merci.